D'abord, je voudrais, en vous saluant tous, saluer le maire de Chasseneuil-du-Poitou, Claude Endelstein, dans sa commune. Et je dois vous dire que j'ai entendu ses propos, qu'ils étaient forts, qu'ils montraient son expérience de maire. Saluer bien sûr la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, Françoise Gatel, qui est ministre, oui, Michel Fournier, je l'espère, in aeternam, et donc que je vois ici avec beaucoup de plaisir. Saluer monsieur le préfet de ce département, le président de l'association, bien sûr, des maires ruraux de France, Michel Fournier, j'en reviendrai sur son cas, le président de l'association des maires ruraux de la Vienne, le président de l'association des maires de France de la Vienne, Jérôme Neveu, et puis, bien sûr, mes collègues députés, madame et messieurs les députés, mes collègues sénateurs Bruno Belin et Marie-Jeanne Bellamy. Saluer le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, Bernard Delcros. Saluer la vice-présidente du Conseil régional. J'ai bien entendu les mots d'Alain Rousset, mais je reviendrai parce que je le connais bien aussi. Madame la première vice-présidente du conseil départemental, j'ai eu un mot de votre président, madame la présidente de la communauté urbaine du Grand Poitiers, tous mes collègues maires, car je n'oublie pas que j'ai été maire longtemps, président d'intercommunalité, je voudrais saluer les adjoints et les conseillers municipaux, et permettez-moi de saluer ici les officiers supérieurs, généraux, sous-officiers et gendarmes, de saluer aussi, au travers de leur contrôleur général, les services départementaux d'incendie et de secours, de saluer aussi les services publics dans leur ensemble. Ils sont les partenaires des communes de ce pays, ils sont des acteurs de ce pays, et je voudrais vraiment les saluer et les remercier. Oui, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver parmi vous ce matin. Merci, monsieur le maire, de votre accueil dans un lieu exceptionnel. Un lieu symbole de la vision qu'a eue mon prédécesseur. Je pense bien sûr au président René Monory. Le Futuroscope, nous nous trouvons ce matin, est le témoin de l'action de ce visionnaire qui, dans les années 80, a fait un pari sans doute un peu fou à l'époque. Construire un parc de loisirs centré sur la technologie, l'innovation et donc le futur. Qui aurait pu penser alors que ce parc accueillerait aujourd'hui bien plus de 2 millions de visiteurs, et peut-être on est en chemin pour dépasser les 2,5 millions. Vous savez, au Sénat, René Monory s'était concentré, en se projetant toujours vers l'avenir, sur des sujets qui lui tenaient à cœur. Bien sûr, l'économie, source, j'allais dire, de richesse et de partage, et donc de modèle social, mais aussi sur la décentralisation. Et je crois que nous avons un devoir vis-à-vis de cet engagement, et j'y reviendrai tout à l'heure. Monsieur le Président des maires ruraux, quel plus beau symbole pour la ruralité que de montrer que le futur ne s'écrit pas que dans les métropoles, il s'invente au village, et c'est juste derrière moi. Car le futur s'invente, oui, au village. D'ailleurs, les actions que vous avez conduites dans votre commune de Chennevel, j'ai compris qu'il y avait 2 communes importantes en France, en plus de Rambouillet, une commune des Vosges, monsieur le Président, et Chennevel, et que l'essentiel, j'allais dire, du modèle tournait autour de cela. C'est vrai, la présidente vient d'évoquer le pass mobilité, et je crois que c'est un très bel exemple. Vous savez, je le dis devant la première vice-présidente du conseil départemental, la voiture et les routes départementales sont encore souvent les seuls moyens de locomotion pour nombre de nos concitoyens. Et, monsieur le préfet, quand on prépare des contrats de plan État-région, quand on fait des plans nationaux, il faut aussi avoir en regard cette réalité, ce qui n'exclut pas, madame la vice-présidente du conseil régional, de développer le réseau ferré. C'est, je crois, dans ces équilibres, au-delà de choix idéologiques, dans le pragmatisme, que nous devons avancer. Vraiment, c'est un bonheur de se retrouver avec la présidente de l'Assemblée nationale, avec qui, je dois le dire, nous entretenons des relations utiles, excellentes, et ensemble, nous refusons les haines, je voulais le rappeler, à un moment
où la haine semble dominer dans le monde. C'est vraiment un combat que nous menons ensemble. Oui, s'entendre avec nos différences, avec nos responsabilités respectives, me paraît un atout précieux dans le contexte actuel, qui nous permet, la présidente l'a rappelé, de faire avancer des textes, pour la plupart, en tous les cas, depuis 16 mois, d'origine parlementaire en plus. Je voudrais, permettez-moi, saluer mes deux collègues sénateurs de ce département. Bruno Belin, qui est autant engagé au Sénat qu'il est dans ce département, vice-président de la Commission des finances, vous voyez ce que ça veut dire pour les semaines qui viennent. Et oui, il est mobilisé sur la préparation du projet de loi, où il est le rapporteur spécial des crédits de la mission sécurité, sujet extrêmement important. Je rappelle que dans une analyse récente, 45% des maires des communes de moins de 2000 habitants, je ne parle pas de maires de communes urbaines, considèrent que c'est un sujet parmi les sujets prioritaires que la sécurité. Et puis, il a évoqué, vous l'évoquiez tout à l'heure, Monsieur le Président Fournier, la question de l'eau. J'ai le souvenir d'une question au mois de juillet sur cette question de l'eau, Monsieur le Préfet, sur laquelle vous travaillez, je le sais, avec beaucoup d'attention, sur lequel il faudra qu'on donne, me semble-t-il, des réponses qui, elles aussi, soient des réponses qui sortent de l'idéologie, du pragmatisme et de l'affrontement. C'est nécessaire pour la souveraineté. Et d'ailleurs, cet après-midi, je rencontrerai avec la présidente de l'Assemblée nationale les agriculteurs de ce département. Et puis, autre collègue, Marie-Jeanne Bellamy, en un an, qui a su trouver sa place au sein de notre hémicycle. Elle est membre de la Commission de la culture et de l'éducation. Elle est membre d'une commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique, qui prévoit notamment, c'est très important, de relever le seuil de passage des marchés publics de 40 000 à 100 000 euros. Ça, c'est du concret, ça, c'est du pragmatisme. Et puis, bien sûr, il y a Bernard Delcros, qui a succédé à Françoise Gatel et qui conduit actuellement des travaux sur des sujets importants, mes chers collègues. J'étais dans les Hautes-Alpes il y a peu de temps. J'évoquais aussi, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord, l'affaire des Wateringues. Je pourrais traduire ce qui est du flamand, mais qui est la réalité de Gemapi, et qui travaille aussi, Monsieur le Préfet, sur le pouvoir des dérogations des préfets. Et Monsieur le Préfet, mes chers collègues, il y a une décision importante qui a été prise par François Bayrou, et je voudrais le souligner et le dire, avec le ministre d'État et ministre de l'Intérieur, c'est ces fameuses séries de décrets qui remettent le préfet au cœur des services de l'État, avec autorité sur les services de l'État. C'est comme ça que le couple préfet-maire, préfet-président de conseil départemental, préfet de région, président conseil régional pourra mieux fonctionner. Je pense que c'est un pas très important qui a été fait. Naturellement, il faut un peu de temps, mais ceci me paraît essentiel. Oui, le contexte national, Monsieur le Président Fournier, vous l'avez rappelé, est complexe. Depuis 16 mois maintenant, il est même source d'incertitude. Et je sais l'impact que cela a pour vous. Vous qui êtes, mes chers collègues, les piliers de notre République. Vous qui permettez à nos institutions de fonctionner et répondez aux attentes de nos concitoyens malgré ces turbulences. C'est vrai, je pense que la France a besoin de stabilité et que ce n'est pas en rajoutant de l'incertitude que nous parviendrons à redresser notre pays. Cela ne fait qu'affaiblir un peu plus la France. Alors, Monsieur le Président, je partage pleinement vos propos, c'était votre style, dans le dernier édito de votre magazine. Je crois que chacun doit le lire, car il appelle aussi à la responsabilité, aux droits et aux devoirs. Je pense que bloquer le pays ne peut pas être une perspective de futur, pas une perspective ni pour notre pays, ni pour notre jeunesse. Je crois qu'il est impératif de refaire société. Et pour refaire société, nous devons aussi redonner l'espoir. C'est de cet espoir que nous dynamiserons notre démocratie et que la France parviendra à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Moi, je suis un optimiste. J'ai foi dans notre pays, dans ses habitants. J'ai foi en vous, vous les élus,
qui chaque jour œuvrait avec la volonté de servir vos habitants, de trouver des solutions aux problèmes de chacun. Vous êtes le maillon essentiel à la vie de nos villages. Je sais que parfois votre mission est difficile, que parfois certains d'entre vous s'interrogent. Et pourtant, le mandat de maire, je vous le dis pour l'avoir eu le bonheur de l'exercer 3 décennies, c'est le plus beau des mandats. Je vous le dis, c'est le plus beau des mandats. Celui de l'action, celui qui met l'humain au cœur de nos institutions, qui donne un visage à la République et qui lui permet de tisser un lien charnel avec nos concitoyens. Je comparais souvent le maire à un potier. Comme le potier, il prend la terre, il façonne, il lui donne une forme, il lui donne une couleur. Et il tourne, j'allais dire, comme le potier, avec toute l'équipe municipale. C'est, à mon avis, ce que représente le maire. Moi, j'aimerais qu'en quittant Poitiers, non pas à la manière de Charles Martel, mais quand même, Monsieur le Président, vous en ressortiez les uns et les autres plus forts, convaincus de votre utilité et prêts, pour ceux qui le décident, à repartir. Croyez pas que je suis là pour vous raconter un conte de fées, je suis là pour vous tenir un discours de vérité et vous montrer que vous n'êtes pas seul. En ce mois de septembre, vous commencez à préparer, bien sûr, les budgets 2026. Je sais que vous avez des sujets d'inquiétude. Notre pays est dans une situation financière compliquée. Vous avez entendu l'actualité hier, on a passé le cap des 3 400 milliards d'euros de dette. Notre déficit, vous le connaissez. Et le changement de Premier ministre ne change rien à ces chiffres-là, qui s'imposent à tous, quelle que soit notre sensibilité. Nous devons donc faire des efforts pour réduire la dépense publique. Je le dis, je l'assume. Le Sénat a fait des propositions remises au Premier ministre le 7 juillet et qui déjà proposaient plus de 31 milliards d'euros d'économies. Le Sénat sera exigeant quant aux efforts qui vous seront demandés, comme nous l'avons été cette année. Je vous rappelle que le projet du gouvernement, dans l'état où il était, au 15 juillet, demandait un effort financier de 5,3 milliards d'euros aux collectivités. C'est, je le dis clairement, j'assume, inenvisageable en l'état. Nous estimons que l'effort global qui peut être demandé ne peut pas excéder 2 milliards d'euros, mais qu'il doit y avoir une approche complémentaire par l'allègement des normes. J'y reviendrai dans un instant. Oui, comment imaginer que vous pourrez tenir les engagements du décret tertiaire d'ici 2030, alors que la seule rénovation énergétique des écoles publiques, responsabilité communale, coûterait, c'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Faure, un des prédécesseurs de Françoise Gatel, coûterait plus de 5 milliards d'euros par an pendant 10 ans. Je crois qu'il faut faire confiance aux élus locaux, qui sont en première ligne d'une transition écologique qui est indispensable, mais qu'il faut que nous gérions. Vous savez, dans le Berry, j'ai cette formule, on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Et quoi qu'on a, on n'en a pas beaucoup. Alors il faut qu'on soit raisonnable et pragmatique et qu'on fasse quoi qu'on peut. D'autres sujets vous préoccupent. Nous avançons. La présidente de l'Assemblée nationale l'a dit. Le statut de l'élu. Nous devrions aboutir à la création d'un véritable statut, prise en compte des mandats dans la retraite, formation, meilleure conciliation, vie privée, professionnelle et mandat, indemnité, valorisation de l'expérience, et un point très important, la protection juridique des élus. Je ne peux pas admettre de voir dans un département du Lot, pour une histoire de foire aux potiers et une subvention de 250 €, voire 3 maires adjoints et un maire mis en cause, 2 maires adjoints et un maire mis en cause, leur éligibilité mise en cause au prétexte, j'allais dire, d'un conflit d'intérêts. Nous devons protéger les élus. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça ne veut pas dire ne pas être contrôlé, ça ne veut pas dire être au-dessus des lois, mais je pense que le statut de l'élu doit apporter tout cela. J'espère, et je fais confiance à Yaël Braun-Pivet pour qu'ensemble, on doit voir le Premier ministre, nous ne laissions qu'un choix modéré pour une inscription extrêmement rapide au cours du mois d'octobre. Voilà. Notre objectif, c'est qu'à fin novembre, nous puissions avoir abouti. Et je dois vous dire, tout ça, on le doit pour beaucoup à Françoise Gatel.
Eh oui, et je le dis, je veux saluer son action et son engagement au Sénat, mais aussi dans la responsabilité qui est la sienne aujourd'hui. Second sujet, simplification des normes. Je pense qu'une partie de l'épuisement des élus provient en grande partie d'un sentiment d'impuissance. Je l'évoquais avec vous, monsieur le préfet, par ça des normes de plus en plus complexes, coûteuses. Je n'évoque pas la croissance exponentielle du Code de l'environnement. Eh oui, oui, plus 1000% en 20 ans. Je ne parle pas de la croissance du Code des collectivités territoriales, celle de l'urbanisme. Mais je vais vous donner un chiffre, le rappeler, vous le connaissez peut-être. Conseil national d'évaluation des normes, 2022-2023, plus 4 milliards d'euros pour nos collectivités territoriales. On devrait avoir les chiffres 2024, et je pense, Madame Gatel, que les résultats seront meilleurs. Je le dis parce que je pense que la charte de simplification dont vous avez été l'initiatrice, que Bernard Delcros a repris, elle est en train, j'allais dire, il faudra du temps d'appropriation, c'est comme pour l'arrêté préfectoral, mais je crois qu'on aura des chiffres meilleurs sur l'année dès qu'ils seront consolidés. Mais c'est vraiment une priorité. Et la charte de simplification, signée avec le gouvernement, fait qu'au Sénat, sur chaque texte, nous évaluerons les complexités et la nécessité, j'allais dire au-delà de la complexité, soit de financer la complexité, soit de rechercher une voie plus directe. Vous l'avez évoqué, la présence médicale, un enjeu majeur. C'est l'action des collectivités, en particulier des communes et des départements, qui a permis de faire face, dans les moins mauvaises conditions, à ce qu'on qualifie de désert médical. D'ailleurs, le Premier ministre a été sur le terrain, c'était sa première visite en Saône-et-Loire, pour reconnaître le travail d'un président de conseil départemental. Vous savez, monsieur le préfet, que c'était contraire aux compétences et qu'il aurait pu être déféré au tribunal administratif depuis bien longtemps. Et c'est un de vos prédécesseurs qui m'avait dit « je ne le défère pas parce que je n'ai pas de solution alternative et qu'au-dessus de cela, il y a l'intérêt ». Voilà pourquoi le pouvoir de dérogation, monsieur le préfet, c'est quelque chose d'extrêmement important, car il vous faut aussi vous donner la garantie juridique à vous dans l'exercice du pouvoir de dérogation. Alors, il est nécessaire d'apporter une réponse nationale à cette exigence républicaine d'égalité d'accès aux soins entre les territoires. C'est le sens du stage en 4e année d'internat à partir de 2026 qui doit inciter à l'installation dans les zones sous-dotées. Il faut parfois faire, c'est le vétérinaire qui parle, des injections de rappel aux doyens des facultés de médecine. Je crois que ça n'est pas inutile de le dire. Tout comme la proposition de loi adoptée par le Sénat qui vise à réguler l'installation des médecins. Sans remettre en cause le principe de la libre installation, celle-ci doit s'accompagner d'un exercice ponctuel ou à temps partiel dans un territoire avec une offre de soins insuffisante. C'est un texte équilibré qui devrait rencontrer le texte de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente, pour qu'on avance et qu'on trouve une conclusion dans les semaines qui viennent. Je sais aussi que certains d'entre vous sont inquiets à cause de l'arrêté qui faisait planer un risque sur nos pharmacies, et notamment nos pharmacies rurales. Or, ces dernières sont souvent le dernier lieu où on trouve un professionnel de santé en capacité de répondre. Le dernier lieu, parfois, une cabine de télémédecine dans des villages qui ont perdu leur médecin. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine cette semaine, et hier, le Premier ministre a suspendu, pour une première période de 3 mois, cet arrêté. Mais je pense qu'il faut engager une réflexion sur le rôle de ces pharmacies, notamment dans la ruralité. En tous les cas, au Sénat, nous nous emparerons de ce dossier sans tarder, ce qui m'amène à vous dire que j'ai dit au Premier ministre, il me semblait important que nous ne puissions conclure que sur le projet de loi de financement 2027, et donc de se donner du temps. Voilà quelque chose de concret. Monsieur le Président, vous n'avez pas évoqué le logement, mais moi je vais l'évoquer. Je sais que ce sujet préoccupe beaucoup les maires ruraux, qui se sentent souvent oubliés quand on parle de logement. On pense que ça n'est qu'un sujet urbain. La MRF a travaillé sur le sujet, montrant que souvent les dispositifs existants délaissaient les communes rurales. Pourtant, les enjeux en matière de logement rural sont importants.
Encore faut-il que l'offre soit adaptée à la demande, et pour cela, il est important d'avoir une action en direction de cet habitat pour le rénover. Et parfois, ça coûte plus cher, mais c'est une réalité, et l'adapter aux nouveaux modes de vie. Alors moi, je ne vais pas vous dire qu'il me paraît possible une ANRU rurale. Je le dis d'autant plus que j'étais dans le pôle Borloo comme ministre au moment où on a mis en place l'ANRU, mais je me ferai l'écho de ce sujet que je pense qu'on doit porter ensemble, Yael, auprès du prochain ministre du Logement, qui pourrait être la même peut-être, mais parce que je l'assais sensible à ce sujet, mais c'est un point important. Je ne reviendrai pas, ça a été évoqué, sur le mode de scrutin, soutenu par les MRF. Le texte a été adopté, avec des débats, il faut le dire, riches mais intenses au Sénat. Mais on a eu une préoccupation, c'est de donner de la souplesse pour faciliter l'appropriation et l'application sur le terrain. Ce qui a abouti à la possibilité de présenter une liste avec plus ou moins 2 candidats pour toutes les communes de moins de 1000 habitants. Enfin, je rappelle que pour l'élection des adjoints, le sexe du maire n'entre pas en ligne de compte. Et en cas de vacance, un conseiller pourra remplacer un adjoint sans qu'il soit tenu en cours de mandat de sexe. Je crois que c'était important de ce temps d'appropriation, de compréhension. Je sais que dans la Vienne, ça ne pose pas de problème, mais vous seriez en congrès dans l'Aisne ou dans la Somme, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, Françoise Gatel, c'est autrement. Je crois qu'il faut aider chacun à s'approprier et non pas s'opposer sur ce sujet. Oui, comme ces différents sujets l'illustrent, c'est par la proximité que nous devrons répondre aux attentes des Français. Voilà pourquoi je pense qu'il faut renouer avec l'esprit des lois de décentralisation. Le nouveau Premier ministre, dans son courrier à tous les maires, vous a indiqué qu'il souhaitait présenter un grand acte de décentralisation. On l'attend. Nous n'attendons pas un grand Big Bang, je le dis, territorial, qui proposerait par exemple de supprimer une strate. Nous souhaitons une loi très concrète, efficace, simple, concrète, efficace, simple, mise en œuvre dans un horizon proche. Parce que, pardonnez-moi, la décentralisation, je suis un président du Sénat qui dure. J'en suis à mon 3e président de la République, vous voyez. J'en entends parler. Il y a eu quelques avancées. François s'en souvient, engagement et proximité, 3DS. Mais le grand souffle de la décentralisation se fait toujours attendre. C'est vrai, tout est prêt. Tout est prêt. Nos propositions du Sénat pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir. Des PPL, fruit du travail d'un groupe transpartisan au Sénat. Tout le monde était présent. Tous les groupes politiques, adoptés à l'unanimité, animés par le tandem de choc Françoise Gatel, Mathieu Darnaud. Et donc, je pense que tout est prêt. Il y a bien sûr les rapports Woerth et Ravignon. Avec tout ça, nous avons les outils. Alors, Monsieur le Président, je voulais vous dire que nous nous mettons au travail au Sénat. Première réunion dès la semaine prochaine pour faire des propositions. Et nous sommes naturellement à votre écoute. Nous sommes naturellement à votre écoute. Mais j'insiste, concret, pragmatique et à un horizon qui ne soit pas l'éternité. Parce que je veux bien en être à mon 4e président de la République pour refaire le même discours, mais je pense que c'est important que nous avancions. À décentralisation forte, il faut aussi une vraie autonomie fiscale et financière. Vraie autonomie fiscale et financière. Je rappelle simplement, j'ai entendu votre observation sur la taxe d'habitation, ça coûte au budget quand même 24 milliards. Vous voyez qu'il nous en manque 40, faites la différence, 40 moins 24, nous aurions déjà une grande partie là. Et moi, je suis très attaché au lien citoyen-service, qui est un élément de la responsabilité. Alors, une vraie autonomie financière et fiscale, car je mets au défi, je vous le dis, qui que ce soit de m'expliquer comment est calculée aujourd'hui la DGF. Et je ne vous parle pas des péréquations horizontales, verticales. À un directeur général des collectivités territoriales qui était devenu préfet, j'avais demandé une explication. J'avais pris le cas de 2 communes jumelles. Et oui, la différence, M. Fournier, c'était du simple au double. Vous voyez, comme votre observation hier soir. Mais là, c'était 2 communes identiques. Et il m'a avoué, après quelques semaines
qu'il n'arrivait pas à m'expliquer, ce qui m'a rassuré sur le niveau de mon intelligence en tous les cas, parce que je n'y comprenais rien. Alors, décentralisation dit aussi déconcentration. Je reviens, c'est très important que les préfets retrouvent l'autorité sur l'ensemble des services de l'État. Des agences, c'est pas un gros mot, c'est le préfet, parce qu'à décentralisation forte, il faut des concentrations fortes. Alors, je voulais simplement vous dire que vous pouvez compter sur le Sénat, sur mes collègues sénateurs, pour défendre avec ardeur nos territoires dans ce contexte national compliqué. Je sais qu'avec Yael Braun-Pivet, on travaillera bien ensemble pour faire avancer les choses. Alors, puisque demain, vous consacrerez à la jeunesse une partie de la suite de votre congrès, je vais citer René Monory qui disait « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Je crois que ces mots de René Monory, c'est quelque chose qu'on doit avoir. Et voilà pourquoi je voulais lui rendre un hommage particulier ce matin. J'ai vu tout à l'heure le maire de Loudun. Je n'oublie pas que j'ai partagé à Loudun les moments heureux, mais aussi les moments de tristesse. Alors, cher président Fournier, tout à l'heure, j'ai cru que j'étais au Québec et que vous aviez pris les habits du général de Gaulle. Quand vous avez dit « Vive les maires ruraux libres », eh bien, je crois que cela, c'est ce que aussi nous partageons. Mais j'allais dire pas que les maires ruraux. J'ai envie qu'on fasse confiance aux maires, qu'on fasse confiance aux présidents de conseils départementaux, aux présidents de conseils régionaux, et que nous rebâtissions l'avenir, le redressement de notre pays sur quelque chose que nous avons perdu. Confiance, ce sera la priorité entre l'État et les communes, sur des sujets comme l'urbanisme et le logement. Confiance dans le domaine social entre les départements et l'État. Confiance sur des sujets de formation professionnelle, notamment, et de formation tout court, avec les régions, et en matière aussi de réseau de transport. C'est d'abord la relation de confiance que nous devrons rétablir dans les temps qui viennent. Alors, vive la Vienne, Monsieur le Président, vive les communes rurales, vive la République et vive la France!